Mitterrand en avait fait un de ses exécuteurs testamentaires médiatiques ou publics, transmettre la flamme. Et la sincérité de l'affection de Mélenchon pour Mitterrand, un an après sa mort, la manière dont il en parlait, signait l'authenticité du bonhomme. Et on ne peut pas détester Mélenchon quand on a connu cela. Et malgré tous nos différends, toutes nos disputes, toutes les injures que j'ai reçues, je n'ai rien perdu de mon affection personnelle pour un homme politique qui peut avoir une telle piété filiale pour Mitterrand et pour celui qui l'a fait en politique. Zéro traîtrise, zéro insulte au passé chez Mélenchon. François Mitterrand, pour moi, c'est l'homme du programme commun. C'est l'homme de la mutation du Parti socialiste. Donc voilà, le leader que je suivais d'enthousiasme. Parce qu'il nous tirait de tout, il avait toujours... Enfin bref, ce qu'on attend d'un dirigeant. Maintenant, c'est mon tour, donc je vois bien ce qu'on me demande. Hein. Et puis après, il y a l'homme que j'ai connu. Moi, je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ce n'est pas rien pour moi d'avoir connu et fréquenté le président de mon pays. Ce n'est pas rien, surtout celui-ci, là. Cet homme extraordinaire, d'ailleurs, qui le reste dans l'histoire. Beaucoup de ceux qui lui ont jeté des pierres, il ne reste rien, ni d'eux, ni de leurs pierres. Mais qu'est-ce que vous pensez de la critique que les socialistes eux-mêmes font de Mitterrand? Cette critique consiste à lui faire porter tous les péchés du monde pour en exempter tous les autres. Il a eu à affronter une situation compliquée par rapport à laquelle nous n'avions aucune grille d'analyse. Le capitalisme a changé et nous ne savions que faire. Mais qui a jamais dit qu'il était irréprochable? Personne d'entre nous ne dit qu'il est irréprochable. Mais moi, je veux faire vivre la leçon. L'attachement de Jean-Luc Mélenchon à François Mitterrand ne l'empêche pas cependant de semer le trouble dans son propre camp. Implanté dans l'Essonne et animant avec Julien Drey et Marie-Noëlle Liedemann un courant du PS qui s'oppose à la gauche molle, Jean-Luc Mélenchon rue dans les brancards à chaque occasion. Partout où on passait, on mettait le feu, on aggravait les tensions, parce qu'on pensait que l'énergie sociale libérerait le parti de son inertie. Ensuite, on a fait une série de coups d'État. Les gens oubliaient tout ça, mais à un moment donné, le Parti socialiste a changé une fois par an de secrétaire national. C'était énorme comme situation. Mais tu peux être sûr d'une chose, c'est qu'à chaque étape, on était là, en train de comploter, bon, parce qu'on voulait passer à autre chose. Et puis, finalement, c'est autre chose qui est passé sur nous. Voilà. Mais c'était ça l'idée, changer la direction et changer la nature du parti. Laurent Fabius les appelle les cracheurs dans la soupe. Le PS les condamne pour amoralisme politique. Ils constituent l'infernal trio de l'Essonne. Liedemann, Mélenchon, Drey ne ratent jamais une occasion de faire parler d'eux. Après avoir dénoncé la torpeur du PS, ils attaquent aujourd'hui la 5e République. En veulent une 6e vraiment parlementaire. Bref, demandent au président une vraie révision constitutionnelle. Pour une 6e République, disait la banderole accrochée au-dessus de la tête du trio infernal. Même si ce n'est pas sur le Mélenchon socialiste, qui intrigua pendant des années pour prendre la tête de son parti, que j'aurais eu l'idée de faire un film, je dois lui reconnaître de la suite dans les idées. Car de fait, aujourd'hui encore, rompre avec la 5e République du général de Gaulle reste son cheval de bataille. Le document du Front de gauche dit « Si nous sommes, nous, à la tête de l'État, nous convoquerons une constituante. Nous voulons passer à la, lisez sur mes lèvres, 6e République. Le programme du Front de gauche et nous convoquons une constituante, comme cela a été fait dans tous les pays où a eu lieu une révolution citoyenne. Moi, j'aime les régimes parlementaires. Et puisque tout le monde me parle sans arrêt de l'Allemagne, par exemple du type de l'Allemagne. Le chancelier, le Premier ministre, est celui qui a conduit la liste aux élections législatives qui arrive en tête. Voilà qui est simple. Et il a des pouvoirs qui sont placés sous le contrôle du Parlement. Voilà. Moi, mon idéal dans la vie, c'est Cincinnatus. Hein, pour ceux qui connaissent l'histoire antique. Tu fais le travail, tu le fais bien, et après tu rentres à la maison. Moi, je ferai la constituante, le programme qu'il y a là-dedans, et je rentre à la maison. Mélenchon Cincinnatus, un homme politique qui affirme que son rêve n'est pas d'être César et qui est obligé néanmoins de se présenter pour la seconde fois à une élection présidentielle au suffrage universel pour devenir monarque. Il est tiraillé par le fait qu'il se présente à une élection présidentielle dans la 5e République qui veut qu'on élise un homme, et en même temps, il représente un courant où il ne faut pas qu'il y ait d'idole. Ah, ne commencez pas ces mauvaises manières. On ne crie pas mon nom. On crie résistance. Mais quand on y réfléchit, ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon est dans le paradoxe, se servant du système pour le combattre de l'intérieur.
C'est même une des clés du personnage qui permet par exemple de comprendre pourquoi, en 1986, les circonstances rendant possible son élection au Sénat, il s'y engouffre sans état d'âme, devenant ainsi le plus jeune sénateur de France. C'était pas le but de sa vie, d'être sénateur. Bon, il se trouve que ça s'est présenté comme ça. En revanche, un révolutionnaire, il sait être opportuniste, c'est-à-dire saisir des occasions qui permettent d'asseoir une influence. Ça offre une tribune aussi, d'être élu. C'est une position à partir de laquelle on parle et on peut s'adresser à une audience élargie. Jean-Luc Mélenchon, qu'on présente un petit peu ici toujours comme l'enfant terrible des sénateurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec le genre de discours que nous venons d'entendre ? Je respecte trop mes collègues pour leur dire que je ne suis pas d'accord, mais tous les 3 ans, on redécouvre le Sénat et tous les 3 ans, on se demande à quoi il sert. Je crois que nous, on ferait bien aussi de se poser la question. Je pense que nous sommes, c'est vrai, assez coupés de l'opinion. C'est par sa composition sociale, c'est par sa moyenne d'âge, par sa composition hommes et femmes. Ici, il règne une misogynie qu'il faut pointer du doigt. Et d'ailleurs, les socialistes, nous ne sommes pas hors de toute critique. Pourquoi est-ce que vous étiez opposé au Sénat ? Dans l'idée que je me faisais d'une république, il n'y avait pas de Sénat. Je n'ai jamais adhéré à l'idée d'après laquelle le Sénat représenterait les territoires, parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est de représenter les populations. Mais en même temps, c'est une chance inouïe donnée à un homme aussi jeune, et j'y ai appris l'essentiel de ce que j'ai su faire après, parler sans notes, ergoter des heures durant sur des textes avec une mauvaise foi totale, et d'autres fois avec une bonne foi absolue. C'était une école très dure, parce que vous aviez là des spécialistes. Donc un mot de travers, pas vous faisiez aligner. Donc il ne pouvait pas être question d'arriver là les mains dans les poches. Donc c'était dur, mais très valorisant. Ça, je n'y avais pas pensé. Ce serait donc au Sénat, l'une des institutions les plus conservatrices de la République, que Mélenchon le rebelle aurait peaufiné ce talent oratoire que tout le monde, y compris ses détracteurs, lui reconnaissent. C'est un orateur réellement hors du commun, c'est-à-dire que c'est un tribun charismatique. Il y en a, pour le coup, il n'y en a pas beaucoup. Je dirais que je suis sûr qu'il est aujourd'hui sûrement dans les 2 ou 3 meilleurs orateurs politiques actuels, peut-être le meilleur. Nous voici de retour, le peuple des révolutions et des rébellions en France. Nous sommes le drapeau rouge et le rouge du drapeau. À la fois, il transmet de l'énergie, comme beaucoup d'hommes politiques, mais il transmet de l'énergie. Vous avez aussi bien Sarkozy que Besancenot. Quand vous écoutez Jean-Luc, ça m'a toujours moins fasciné, vous avez le sentiment, en sortant de la salle, que vous êtes devenu un peu plus intelligent, que vous comprenez un peu mieux le monde. Et je crois que c'est ça qui est le fond même de ce qu'il souhaite transmettre, et y compris de ce qu'il vit lui-même comme individu. C'est-à-dire que tout doit lui servir à mieux comprendre le monde dans lequel nous sommes et à être un peu plus intelligent.